Merci à l'équipe de Radio Okapi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 14 juin 2017. À mes côtés, Florence Marchal, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies, pour parler des activités menées par l'équipe pays des Nations Unies durant la semaine écoulée et à partir de comment le capitaine Adil Esrir, porte-parole militaire par l'intérim de la force, nous présentera la situation sécuritaire qui prévaut dans les différentes provinces du pays. Notez qu'ici à Kinshasa, nos collègues de l'équipe pays sont aussi avec nous dans la salle et pourront répondre à vos préoccupations. Nous avons aussi la présence d'une personne du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mme Anne Ancontre, représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Elle interviendra à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée le 20 juin 2017. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Sans tarder, nous démarrons cette conférence de presse pour vous annoncer que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, effectue une visite de travail du 12 au 16 juin 2017 en République démocratique du Congo. Au cours de cette première visite, depuis sa nomination en février 2017, en qualité de chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, M. Jean-Pierre Lacroix rencontrera les autorités congolaises, notamment le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, les partis politiques, la société civile, etc. Nous vous informons ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié hier 13 juin un message 100 jours avant la Journée internationale de la paix qui sera célébrée le 21 septembre prochain. À cette occasion, M. Guterres écrit notamment, je cite, « Lorsque j'ai pris mes fonctions de secrétaire général en janvier dernier, ma toute première initiative a été de lancer un appel en faveur de la paix, d'exhorter les citoyens, les gouvernements et les dirigeants du monde entier à faire de la paix la première de leurs priorités. La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, incarne notre aspiration commune à mettre fin aux souffrances inutiles causées par les conflits armés. Elle se veut l'occasion pour les peuples du monde d'honorer les liens qui les unissent, quelle que soit leur origine. Chaque 21 septembre, l'ONU appelle à un cessez-le-feu mondial de 24 heures. Chaque 21 septembre, je disais, l'ONU appelle à un cessez-le-feu mondial de 24 heures dans l'espoir qu'un jour de paix soit suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et qu'à terme, les canons se taisent pour de bon. Pour autant, installer la paix ne signifie pas seulement déposer les armes. Pour réellement instaurer la paix, il faut créer du lien, combattre la discrimination et défendre les droits fondamentaux de chacune et de chacun. C'est pourquoi cette année, la Journée internationale de la paix aura pour thème « Ensemble pour la paix, respect, sécurité et dignité pour tous » et accordera une place particulièrement importante au sort des réfugiés et des migrants du monde entier. Au cours des 100 prochains jours, souvenons-nous que les millions de membres vulnérables de nos sociétés, dont beaucoup ont tout perdu, ont besoin de notre aide et de notre compréhension. Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire pour les aider. L'intégralité de ce message sera distribuée à la fin de cette conférence de presse. Activité des composants de la MONUSCO à présent, protection de l'enfant. Le sort des enfants victimes de conflits armés en RDC reste une préoccupation permanente pour la section protection de l'enfant, qui a documenté durant la période du 5 au 9 juin 2017 un total de 62 cas de violation grave des droits de l'enfant perpétrés par des groupes armés de la milice Kamina Nsapu dans les régions du Kasaï et de l'Est du pays. Parmi les 62 cas documentés, la section a vérifié 25 cas d'enlèvement d'enfants et 16 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les groupes armés Mai Mai, Pintura, LDC Renové, UPLC, Mai Mai Mazembe, Mai Mai Simba et Raya Motomboki, ainsi que la milice Kamina Nsapu. En outre, un total de 19 cas de viol et de violences sexuelles perpétrées sur des filles mineures ont été répertoriés. Les groupes armés sont responsables de 85% des cas.
Durant la période considérée, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la RDC, David Gressly, a effectué une visite officielle au Kasaï central, précisément à Kananga, et Kasaï Chikapa. Au cours de cette visite, le représentant spécial adjoint et l'UNICEF ont déclaré que tous les enfants séparés de la milice Kamwina Nsapu retourneront à l'école. C'est une déclaration forte et solidaire vis-à-vis des enfants et aussi des enseignants qui ont souffert des attaques répétées contre les écoles et les centres d'examen depuis mai 2016. De l'autre côté, la section protection de l'enfant note avec beaucoup de satisfaction l'évolution positive du partenariat tissé avec la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, pour lutter contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés en République démocratique du Congo. En effet, lors du match de football qui a opposé les Léopards de la RDC au Diable Rouge de la République du Congo, le samedi 10 juin 2017, au Stade des Martyrs, à l'occasion de la première journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019, des enfants vêtus de t-shirts portant le message « Le recrutement d'enfants est un crime » ont accompagné les deux équipes de football sur l'aire du jeu. À présent, droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et ses partenaires en Ituri organisent depuis le 13 juin à l'hôtel Gold Star de Bunia 2 jours d'ateliers de formation sur le rôle et les bonnes pratiques des autorités judiciaires et militaires dans la protection des témoins, des victimes et du personnel judiciaire. En Ituri, la protection des victimes, des témoins et du personnel judiciaire dans le cadre des violences sexuelles constitue encore un grand défi dans cette province qui est une zone post-conflit. Cette déclaration a été faite le mardi 13 juin par certains acteurs judiciaires, civils, militaires qui participent à cet atelier. Conduite et discipline. Parmi les activités menées au cours des derniers jours par l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO, signalons notamment des visites d'évaluation et de réduction des risques de faute et principalement l'exploitation et abus sexuels dans les installations de la MONUSCO, plus précisément à Bujovu, Imbi, Kimwanja, Walikale, Sake, Massissi, Mounidi et Nyamilima. Ces visites sont une des stratégies de renforcement de la politique de tolérance zéro prônée par le secrétaire général des Nations Unies et son représentant spécial à RDC contre l'exploitation et les abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies. De nombreuses actions de sensibilisation et de formation des casques bleus sur la prévention et la dénonciation des fautes et surtout l'exploitation et les violences sexuelles ont aussi eu lieu au cours du mois passé au bénéfice de toutes les catégories de personnel. Pour réduire l'offre de sexe au personnel des Nations Unies, cette section a créé des comités locaux de sensibilisation des populations locales à Sake, Kiwanja, Munigi, Massissi, Nyabiondo et Bujoto. Ces comités ont aidé la section conduite et discipline en partenariat avec la Maison des Jeux de Goma à organiser des campagnes de sensibilisation massive de la population, plus précisément à Sake, Kiwanja, Munigi, à travers le théâtre, la musique, la danse et les jeux concours. Information publique, le jeudi 8 juin, 850 soldats du contingent népalais de la MONUSCO déployés en territoire de Bénin ont reçu la médaille des Nations Unies. Le lieutenant général Baldev Raj Mahat, chef d'état-major général de l'armée népalaise, venu expressément du Népal, a remis ces médailles au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires de la ville de Bénin. Par ailleurs, à cette occasion, 2 nouvelles salles du centre de formation pour la paix et le développement ont été inaugurées. Ce centre, financé par la MONUSCO, permet aux jeunes vulnérables et aux anciens combattants de bénéficier gratuitement d'une formation professionnelle dans le domaine de l'informatique, des langues et de culture. Avec ces 2 nouvelles salles équipées, dont la construction a été financée dans le cadre d'un projet de la section démobilisation, désarmement, réinsertion, réintégration et rapatriement, pour réduire les violences communautaires, ces jeunes vulnérables et ces anciens combattants pourront apprendre la mécanique et l'électricité grâce à des enseignants congolais et des enseignants du contingent népalais de la MONUSCO. Vous aurez plus d'informations dans le verbatim qui sera distribué à la fin de cette conférence de presse sur le site de la MONUSCO. Voilà, c'est tout pour la partie MONUSCO. Je me tourne à présent vers Florence Marchal pour les informations de l'équipe pays.
Merci Théophane, bonjour à tous. La situation humanitaire préoccupante au Nord Kivu, dans le Tanganyika et au Kasaï central, a été au cœur de la visite de 3 jours effectuée la semaine dernière en République démocratique du Congo par le directeur des opérations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. John Jing s'est rendu notamment à Kalemi, où il a visité un camp de personnes déplacées, et dans la commune de Gamza à Kananga, où des hommes, des femmes et des enfants ont témoigné sur les violences de ces derniers mois et les besoins humanitaires à apporter. À ce jour, OCHA estime à 1 300 000 personnes le nombre de déplacés dans la région des Kasaï, une crise pour laquelle le coordonnateur humanitaire, le docteur Mamadou Diallo, a lancé un appel de fonds de 64,5 millions de dollars en avril dernier, et une crise qui a forcé de nombreuses agences du système des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales à rediriger leurs moyens financiers et humains pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. C'est à partir d'aujourd'hui, en ce moment même, que Bosco Ntaganda va être appelé à témoigner devant les juges de la Chambre de première instance numéro 6 de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. La présentation de la défense de M. Ntaganda a débuté le 29 dernier en annonçant que 111 témoins seraient appelés en audience. Les audiences, qui vont durer plusieurs semaines, peuvent être suivies sur le site web de la CPI. Des résumés audiovisuels seront également produits et diffusés aux médias. Pour rappel, Bosco Ntaganda doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité, des crimes qui auraient été commis dans la province de l'Ituri entre 2002 et 2003. La journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée ce lundi. À cette occasion, l'Organisation internationale du travail attire l'attention sur le sort tragique des enfants confrontés à des conflits ou des catastrophes et qui se trouvent particulièrement exposés au risque du travail. En cas de conflit ou de catastrophe, vous le savez, on le voit dans le Kasaï actuellement, les habitations, les écoles et les moyens de subsistance sont souvent détruits. Et il arrive fréquemment que les structures familiales et les systèmes de protection sociale volent en éclats. Et ainsi, le risque de travail des enfants et de la traite des personnes augmente. Nous ne pouvons ignorer cette réalité. Tous les enfants ont le droit d'être protégés du droit des enfants, du travail des enfants. Mais dans le monde entier, ils sont encore 168 millions contraints à travailler, dont 85 millions d'entre eux à effectuer des travaux dangereux. Au titre de la cible 8.7 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, tous les pays se sont engagés à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025. Cela veut dire qu'aucun enfant ne doit être laissé pour compte, aussi difficile et éprouvante que soient les circonstances. Alors il existe 2 conventions de l'Organisation internationale du travail, la 138 sur l'âge minimum et la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants, des conventions qui à ce jour ont été ratifiées par 169 et 180 États membres de l'organisation, dont la République démocratique du Congo. La ratification est une chose, elle doit être aussi étayée par l'action. Ainsi, l'OIT avec ses partenaires poursuit sa collaboration avec les gouvernements, les organisations d'employeurs et des travailleurs afin d'éliminer le travail des enfants, le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Merci Florence. Nous nous rendons à présent à Goma pour retrouver le capitaine Adil pour les informations sur la situation sécuritaire. Capitaine, c'est à vous. Bonjour. Alors, situation militaire en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été jugée stable durant la semaine écoulée. Dans les provinces des Kasaï et des Kasaï centrales, elle a été marquée par des activités négatives liées à l'activisme des miliciens Kamuna-Nsapu, mais également par une tendance à la désolidarisation des populations civiles des éléments de secours armés. Cette attitude résulte notamment des efforts de la force de la MONUSCO, fournis au cours de ces campagnes de sensibilisation, dans le but d'encourager la population à abandonner toute activité négative, mais aussi dissuader des violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Les unités de la force de la MONUSCO déployées dans cette région de la RDC
poursuivent toujours en effet leurs efforts visant à dissuader les violations des droits de l'homme, faciliter l'accès humanitaire et assurer la protection des populations civiles et vulnérables, et ce conformément à son mandat. Dans les provinces de Haut et de Baoulé, l'armée congolaise poursuit avec le soutien de la force de la MONUSCO les activités militaires dans le but de mettre un terme à la résurgence des exactions perpétrées par des éléments résiliés de l'armée de libération du Seigneur, de résistance du Seigneur, LRA. Dans ce cadre, les unités de forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues rigoureusement par la force de la MONUSCO, mènent des activités proactives et traquent les insurgés de la LRA dans les régions concernées, afin de contrer leur activisme et de protéger les civils. En Ituri, la force de la MONUSCO a maintenu son soutien aux troupes de l'armée congolaise, engagées dans la lutte contre les éléments des fronts de résistance patriotique de l'Éthiopie, FRPI, auteur de nouvelles exactions contre les populations civiles dans les localités de Missana et de Guédé. Le 7 juin 2017, le déploiement rapide des troupes d'intervention de la MONUSCO en soutien aux unités des FARDC dans la localité de Tchindao, située à 15 km à l'ouest de Bunia, a permis de repousser l'attaque des miliciens réfractaires des FRPI. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire a été jugée relative dans certains territoires, mais demeure généralement sous le contrôle des forces de défense et de sécurité onusiennes et congolaises. Dans le territoire de Bini, la force de la MONUSCO maintient son appui aux forces de défense et de sécurité congolaises dans le but de lutter contre la prolifération d'armes et de traquer les forces négatives. Le 6 juin 2017, des unités des FARDC et celles de la police nationale congolaise, PNC, ont mené avec l'appui de la police onusienne des opérations de bouclage et de ratissage dans le quartier Tamende à Bini, récupérer 4 armes AK-45 et appréhender 5 éléments. Dans le territoire de Massissi, les forces coalisées FARDC et MONUSCO poursuivent leurs activités contre les éléments des groupes armés CNRD, dans le but de mettre un terme à leurs exactions et de protéger les populations civiles. Le 7 juin 2017, des troupes FARDC MONUSCO, déployées rapidement dans la localité de Kachita, située à 20 km au nord-ouest de Kinshasa, ont traqué et repoussé des éléments des CNRD ayant fait incursion dans la région dans le but de payer des biens de valeur. Dans le territoire de Rutshuru, la force de la MONUSCO continue de déployer ses unités dans des régions touchées par l'activisme des éléments des groupes Maïmaï Niatura, dans le but d'y mettre un terme et de protéger les populations civiles. Des troupes d'intervention rapide de la force de la MONUSCO ont été promptement projetées dans la localité de Kishishi, dans le but d'interdire les activités négatives des éléments du groupe Maïmaï Niatura, d'évaluer la situation sécuritaire et de rassurer et de protéger les populations civiles. Par ailleurs, le 8 juin 2017, des représentants de la société civile ont exprimé leur gratitude à la force de la MONUSCO pour les efforts fournis dans le cadre des opérations menées avec les FARDC depuis le 31 mai 2017, dans les localités situées au sud des lacs Édouard. En effet, ces activités militaires ont permis de contrôler les positions des éléments du groupe Maïmaï et la reprise des activités de pêche sur le lac. Au chapitre des redditions dans la province, durant la semaine écoulée, des éléments de différents groupes armés, dont notamment 5 des forces démocratiques de libération de Rwanda et FDLR, se sont rendus aux troupes des forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud Kivu, les forces congolaises et onusiennes maintiennent sur leur contrôle la situation sécuritaire dans cette province, en dépit de l'activisme de certains groupes armés rapportés dans les localités de Kaniga et de Kale. Au chapitre de l'édition dans cette province, le 9 juin 2017, un élément des forces démocratiques de libération de Rwanda s'est rendu aux troupes de la force de la MONUSCO déployée dans la localité de Melo. Au Tanganyika, la situation sécuritaire a été rapportée volatile du fait de l'activisme des miliciens Toa. Elle a cependant été marquée par le retour de 300 ménages Toa dans les localités de Kazana et de Luala, et ce suite aux efforts fournis par les instances de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO, mais également par le dialogue organisé entre les ethnies Yoma et Toa à Mikomena, dans le territoire de Niamey.
communautés ont accepté de rejoindre le processus de paix et de promouvoir la cohabitation pacifique. Enfin, la force de la MONUSCO a maintenu un trop haut niveau de patrouilles armées de jour comme de nuit et a fourni plusieurs escortes, soit pour évacuer des civils blessés, soit au bénéfice d'organisations non gouvernementales pendant la période sous examen. Merci. Merci mon capitaine. Comme je vous l'annonçais tantôt, notre invitée est Madame Anne Ancontre, représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et cela à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée le 20 juin 2017. Bonjour Madame, une petite introduction peut-être pour commencer. Bonjour monsieur, je suis Madame Anne Ancontre, la représentante régionale pour la HCR en RDC depuis décembre 2016. Mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices de Radio Okapi, bonjour. Alors que nous sommes en train de préparer à célébrer la journée mondiale du réfugié le 20 juin prochain, permettez-moi de vous dire que la question du réfugié en République démocratique du Congo demeure plus que jamais d'actualité. En effet, au moment où je vous parle, les RDC continuent à enregistrer des arrivées de civils qui fuient la violence et cherchent refuge sur son sol. Par exemple, depuis mi-mai cette année, plus de 30 000 Centrafricains sont arrivés dans les provinces de Nord-Ubangi et Bazuele. Ils ajoutent aux 133 000 réfugiés centrafricains déjà présents ici en RDC. Plus de 77 000 réfugiés sud-soudanais vivent également sur le sol congolais. La majorité ayant traversé la frontière depuis mi-2016. Et au cours de 2 dernières années, le Congo a reçu plus de 38 000 réfugiés burundais. Vu ces développements, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup à faire pour accueillir les réfugiés et la HCR et son partenaire ont fait le mieux possible pour soutenir les structures de l'État et les communautés locales dans cette tâche. En particulier, nous travaillons très étroitement avec la Commission nationale des réfugiés, le CNR. La situation n'est pas entièrement sombre. Je voudrais vous prendre cette opportunité pour passer quelques messages positifs. Premièrement, les réfugiés sont très souvent des gens avec forte capacité. Si nous leur donnons la possibilité, ils sont capables de contribuer à améliorer leur sort et aussi influencer positivement la situation de la population haute. Pour cette raison, la HCR veut soutenir les réfugiés pour qu'ils ne soient plus confinés dans les camps et dépendants à l'aide humanitaire. Par exemple, la HCR soutient l'installation des réfugiés sud-soudanais dans les sites proches des communautés congolaises et cherche avec les autorités à soutenir leur autosuffisance. Deuxièmement, les réfugiés ne sont pas une menace. Parfois, dans les débats publics, il y a une confusion entre les civils reconnus comme réfugiés et ceux qui ne peuvent pas être reconnus. Les réfugiés ne sont pas des combattants. Ils ne sont par définition des civils. Et la grande majorité, ce sont les enfants et les femmes. Je voudrais saluer l'hospitalité et l'engagement des communautés et des populations congolaises qui très souvent font preuve
d'une grande solidarité avec les réfugiés. La population hôte accueille les réfugiés chez elle dans plusieurs régions de ce pays. Les réfugiés arrivent généralement affamés, fatigués, démunis et trouvent de la chaleur sur le sol. Pour faciliter l'intégration des réfugiés avec la population locale, la HCR et ses partenaires privilégient une assistance qui profite aux réfugiés et à la population hôte. À titre d'exemple, nous avons construit et réhabilité les écoles qui est fréquentée par les réfugiés et aussi les Congolais. Nous soutenons les centres de santé qui accueillent les Congolais et les réfugiés. Avec l'assistance en cash, les marchés généralement tenus par les Congolais se développent pour répondre à la demande créée par les arrivées de réfugiés et aussi de populations hôtes. Et finalement, des solutions de long terme pour les réfugiés sont possibles. Vous rappelez certainement les réfugiés angolais qui étaient en RDC pendant des décennies. Une grande partie d'entre eux est déjà rentrée, d'autres ont pu rester ici et s'intégrer en RDC. Actuellement, nous soutenons les solutions durables pour les réfugiés rwandais. Chaque semaine, depuis janvier 2017, nous organisons à partir de Goma et Bukavu le patrimoine volontaire des candidats présents au centre de transit. Depuis le début de cette année, nous avons déjà repatrié plus de 3 000 Rwandais chez eux. Mais depuis l'année 2000, près de 174 000 réfugiés rwandais sont rentrés avec notre appui. Nous espérons fermer définitivement le dossier de réfugiés rwandais à un moment donné. Ceci grâce à un rapatriement volontaire et une éventuelle intégration locale pour ceux qui sont depuis longtemps vivent en RDC et souvent mariés à des Congolais. Je voudrais ajouter qu'il y a 66% de jeunes rwandais qui sont nés ici sur le sol congolais. Il n'y a donc pas seulement de considérations négatives, mais il y a aussi les perspectives positives pour avancer et trouver des solutions pour les réfugiés. Je reste aujourd'hui à votre disposition pour répondre aux questions. Je vous remercie. Merci, Madame. Je rappelle que vous êtes représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Place maintenant aux questions.